VVO, donc il faut bien euh, euh, palper toujours l'abdomen, voir si la douleur elle est diffuse ou bien elle est localisée. Le plus souvent dans les cholécystites, c'est une douleur qui est localisée à l'hypochondre gauche, à l'hypochondre droit, j'allais dire, associée à un ictère. Donc, il ne faut pas qu'on passe à côté d'une cholécystite aussi. Donc, aussi, dans le paludisme, des fois, on a des enfants qui viennent avec une goutte épaisse qui est positive sans critère de gravité. Donc, dans la drépanocytose, il faut savoir le paludisme, c'est toujours le terrain fait qui devient un critère de gravité. Donc, il faut hospitaliser l'enfant et faire le traitement par voie injectable. Donc, c'est ces quelques mots que j'avais à rajouter. Merci. Merci beaucoup, Dr Aïssatou, pour ces contributions positives. Alors, ce qu'il faut retenir de ces contributions, c'est que quand vous faites des présentations, des leçons, des séminaires, c'est très bien d'aller chercher des documents dans la littérature, mais ce qui est mieux, c'est de partir ou de nous parler de votre expérience professionnelle. Et c'est vraiment ce qui est attendu. N'oubliez pas que vous êtes maintenant des pédiatres en formation. Donc, vous allez sortir dans 2 ans, Inch'Allah. Et ce dont les parents et les patients auront besoin quand ils viendront vous voir, ce ne sera pas la littérature que vous allez puiser dans les livres, hein, c'est l'expérience pratique. Et cette expérience-là, on l'acquiert au lit du malade. Et quand vous faites vos présentations, il faut qu'on sente que vraiment il y a des aspects purement cliniques qui ressortent de votre expérience. Par exemple, une séquestration splénique aiguë, c'est une expérience que vous vivez tous les jours. À la garde aux urgences, la cholécystite aiguë, pareil, vous recevez beaucoup d'enfants, ils viennent, ils reviennent. Douleur abdominale, vous traitez, ils sortent, ils reviennent. Douleur abdominale, ils sortent, ils reviennent. Mais pensez à une cholécystite aiguë, à une lithiase vésiculaire qui peut évoluer vers une cholécystite ou pas. Le paludisme, l'OMS ne fait pas du paludisme un critère de gravité chez les drépanocytaires. Et pourtant, il n'y a pas plus létal que le paludisme chez un enfant drépanocytaire. Logiquement, le palu va donner une anémie hémolytique. La drépanocytose, c'est une maladie qui d'office se manifeste par une anémie hémolytique. Donc, vous aurez 2 fois hémolyse. Alors, 2 fois hémolyse, c'est une aggravation de l'anémie. On va vous citer des critères de gravité parce que c'est l'OMS. Mais vous, dans votre expérience quotidienne, vous êtes confronté à cette problématique d'anémie chez les drépanocytaires. Vous en faites une complication, vous en faites un palu grave et vous le traitez comme un palu grave. Si vous tenez compte des critères de l'OMS, vous n'allez jamais traiter un drépanocytaire comme un palu grave. Vous allez le recevoir, vous dites, cela ne fait pas partie des critères de gravité. Traitement accès palu simple. C'est une erreur monumentale. Donc, ce qu'on attend de vous, c'est vraiment cela. Vous êtes des spécialistes. On sait que vous savez, mais ce qu'on veut, c'est que comment vous utilisez ces connaissances-là chez les patients. C'est tout ce qu'on vous demande. D'accord? Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres contributions? Merci beaucoup, Dr Aïssatou. Est-ce qu'il y a d'autres contributions par rapport à la présentation? Les autres collègues, en dehors de l'équipe de présentation? Oui, Dr Lam? Bonjour, professeur. Bonjour. Oui, en fait, j'ai juste quelques remarques à apporter et peut-être une question Alors, vous êtes à vous. Dr Lam? Dans quel service? Aussi aux urgences pédiatriques. À Albert Royer? Non, pas à Albert Royer, à l'extérieur. Ah, d'accord, vous êtes en stage à l'étranger? Oui. D'accord, allez-y. Je commencerai par les types de descriptions dont on a parlé. Le titre, c'est de la drépanocytose chez l'enfant. Je pense que dans le type de description, ça aurait été mieux de dire voilà, une drépanocytose forme homozygote chez l'enfant. Et après, peut-être dans les formes selon l'âge, décrire les signes cliniques en fonction voilà, de l'âge. Et après, dans la description, elle a essayé de synthétiser le syndrome PME à part, et pourtant le syndrome PME ou dactylite fait partie de crise vaso-occlusive osseuse. Je crois qu'elle doit mettre ça dans la crise vaso-occlusive osseuse, on n'est pas les isoler.
Et dans les crises vaso-occlusives osseuses, dans sa présentation, elle a oublié de dire que les crises osseuses peuvent se situer au niveau des os, notamment les côtes. On a plus souvent des cas quand on était au pavillon M, et effectivement aussi les os du crâne. On a des crises vaso-occlusives voilà, qui se situent au niveau des os du crâne. Et après, alors, excusez-moi, Dr. Lam, est-ce que l'équipe là est en train de prendre note sur les observations? Parce qu'on avait dit au début qu'on avait considéré que les leçons sont validées à l'issue des présentations. Donc, je vous invite vraiment à prendre note. Tout ce qu'on vous dit, prenez note. Et après, vous allez voir dans quelle partie les intégrer avant la synthèse finale, s'il vous plaît. Allez-y, continuez. Oui, et après, dans les complications aiguës, par exemple l'anémie, en pratique, je crois, pour les différencier, on va sur des bases voilà, toujours de demander le taux de réticulocytes. Parce que, par exemple, dans l'érythroblastopénie, effectivement, on a voilà, le taux de réticulocytes qui est inférieur et tout ça. Je crois qu'elle aurait pu ajouter ça dans la description de causes de l'anémie chez le drépanocytaire. Et après, dans le syndrome thoracique aigu, il y a ces mots qu'on aime sortir, l'image de nouveau, voilà, qui est important à faire sortir aussi. C'est vrai qu'on voilà, on a un syndrome, voilà, on peut avoir tout, hein, un syndrome alvéolaire, un syndrome, voilà, tout, mais c'est important de faire sortir ces termes. Et dans ces complications chroniques, je crois elle a omis, je ne sais pas si j'ai bien suivi, elle a omis les complications néphrologiques, les atteintes rénales. Je crois que voilà, il faut l'ajouter parce qu'on avait eu un cas pareil au service quand on était au pavillon M. Justement, un drépanocytaire qui faisait des maturies, dont on était sur la base, est-ce que c'était une nécrose papillaire, est-ce que c'était voilà, une néphropathie drépanocytaire. Et je crois dans la prévention, elle a dit le but est de prévenir les CVO et hémolyse, puis complications aiguës. Je crois que les CVO font partie déjà des complications aiguës, donc voilà, elle peut les intégrer, voilà. Et après, prof, c'est la question vous revient. Je crois qu'il n'y a pas si longtemps, ils avaient débuté une étude sur le dépistage néonatal de la drépanocytose qui était systématique au pavillon N à travers effectivement le test de Guitturi. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Et puis, je crois que l'USAID aussi, on a le protocole, je crois, de la prise en charge de la drépanocytose de l'Afrique. Je crois que ça aurait été bien si il jette un coup d'œil parce que c'est aussi bien détaillé et c'est ce qu'on applique le plus souvent, voilà, à Albert Royer. Merci. Très bien, merci Dr. Lam pour ces observations. Et là également, c'est l'expérience qui parle. Quand on a l'habitude de prendre en charge des enfants qui présentent certaines affections, quelle que soit par ailleurs la rareté de l'affection ou le caractère, je ne sais pas, absence de programme ou négligence dans les protocoles, vous verrez quand même il y a une expérience qui se dégage. Et c'est ce qui est vraiment important. Effectivement, Dr. Lam est au pavillon M et il venait même consulter avec nous à l'USAID, donc il a une certaine expérience. Et tout ce qu'il vous dit, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte, c'est important. Alors, je commencerai par le guide de prise en charge. C'est vraiment un document de référence. Je ne sais pas si vous l'avez au cours de la préparation, est-ce que vous l'avez utilisé? C'est un document qui est conçu par des médecins de l'Afrique subsaharienne, spécialistes de la drépanocytose, et qui est validé pour ces pays-là, qui est distribué par le ministère de la Santé de l'ensemble de ces pays-là, et qui sert vraiment de document de référence. Pour le moment, on a la première édition, on n'a pas encore la révision, donc c'est le document de référence. Si vous ne l'avez pas, je vais vous envoyer le lien, vous pouvez le télécharger et votre responsable va partager avec vous. Le dépistage néonatal, effectivement, hier, on avait une petite présentation à Albert Royer, après le staff, avec les DS qui étaient présents, pour leur expliquer ce qui se passe actuellement. Le dépistage néonatal, effectivement, il est en cours depuis le mois de juin, mais puisque j'étais dans mes préparations, donc l'information n'était pas passée, les gens n'étaient pas au courant. Et du coup, il y avait eu un petit break. Il y a eu des activités jusqu'au mois d'octobre, et à partir du mois d'octobre, ils ont arrêté. Mais là, ils vont reprendre. Ils m'avaient dit qu'ils allaient reprendre le lundi dernier, le 30. Donc, le dépistage actuellement, il se fait au pavillon N,
mais uniquement pour les nouveau-nés hospitalisés. Et il faut avoir le consentement des parents, il faut leur expliquer ce qu'on fait et insister sur l'avantage que constitue